Bien, je vous propose de démarrer. Je suis Michel Salem-Sermanet. Je suis un des cofondateurs d'Alumni for the Planet il y a un peu plus d'un an. Et déjà, je vous remercie toutes et tous pour votre participation nombreuse. Je remercie Pont Transition écologique et Centrale Transition pour co-organiser avec nous ce webinaire. Et je remercie bien sûr nos deux intervenants, notre binôme de choc, que vous allez découvrir très prochainement. Alexis Nicolas de la filiale d'Accenture Optotechnologies et François Laugier, qui est consultant en bilan carbone. Alors, je vais vous présenter très rapidement Alumni for the Planet et les objectifs de ce webinaire. Alors, d'abord, Alumni for the Planet, pourquoi les alumni ? Pourquoi les alumni ont un rôle particulier, une responsabilité particulière face aux grands enjeux de notre planète, et en particulier ceux qui nous réunissent aujourd'hui, les enjeux climatiques et environnementaux. Alors, vous le savez bien, pour faire face à ces deux grands défis du climat et de l'environnement, il va falloir transformer l'ensemble de notre société, tous les compartiments de notre société, en particulier l'ensemble des entreprises, ou la très grande majorité des entreprises ou des organisations publiques, vont devoir se transformer profondément et rapidement. Et pour y arriver, il est évident que les dirigeants de ces entreprises seuls ne peuvent rien faire. Ils peuvent montrer la voie, donner des orientations, mais ils ont évidemment besoin de l'implication forte, de la ténacité, du dynamisme et de la créativité de l'ensemble de leurs collaborateurs, et en particulier de tous leurs collaborateurs qui ont des postes à responsabilité, petite, moyenne ou grande responsabilité. Et ces personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans, qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises ou des organisations publiques, ces personnes, ce sont en très grande majorité des diplômés de l'enseignement supérieur, des alumni. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons toucher le plus grand nombre possible d'alumni. Nous souhaitons les toucher pour les aider à passer à l'action, pour leur donner des clés pour passer à l'action, puisque la plupart sont conscients de l'ampleur du problème, veulent agir, mais ne savent pas toujours comment faire. Et pour les toucher, nous collaborons avec de nombreuses associations d'alumni, près d'une centaine aujourd'hui collaborent avec Alumni for the Planet, et en particulier Pont Alumni et Centrale Alumni. Alors concrètement, comment est-ce que nous les aidons à passer à l'action ? Eh bien, c'est en faisant des webinaires, des conférences comme ce soir, c'est-à-dire en faisant témoigner quelqu'un qui, dans son entreprise, comme Alexis au sein d'Accenture, a initié une action impactante ou qui sera impactante le moment venu et qui va partager son expérience, les difficultés qu'il a rencontrées, qu'il a surmontées ou qu'il n'a pas surmontées, son ambition, ses perspectives, etc., avec un grand nombre de personnes. Vous êtes 75 aujourd'hui, on imagine bien quel impact ça peut avoir si chacun et chacune d'entre vous est inspiré par ce que va raconter Alexis, par son témoignage. Et vous pourrez vous-même, dans votre entreprise, également initier ce type d'action, et cela peut avoir évidemment un impact très important puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes en relation avec une centaine d'associations d'alumni, et donc derrière, c'est des millions d'alumni que l'on peut progressivement toucher pour leur donner les clés pour agir. Et c'est ça vraiment l'objectif fondamental de ce webinaire. Et vous voyez qu'il est très différent d'un webinaire où quelqu'un parlerait de ce que fait son entreprise. Alexis ne va pas parler de ce que fait Accenture, il va parler de ce qu'il a fait lui-même, à titre personnel et directement, même s'il ne l'a pas fait seul, ce qu'il a initié et qui peut donc vous donner à vous, d'une part, l'envie de faire la même chose, qui peut finalement vous donner le courage d'oser également vous-même faire la même chose dans votre entreprise, et puis qui peut vous donner des clés pour concrètement savoir par où commencer, comment parler, etc. Donc voilà l'objectif. Et nous allons, avant le témoignage d'Alexis, avoir une présentation par François Laugier, qui a été le consultant en bilan carbone, qui a travaillé avec Alexis. C'est pour ça que je parlais d'un binôme de choc tout à l'heure. François va vous planter le décor et en quelque sorte vous donner les bases de ce qu'est un bilan carbone pour que vous profitiez au mieux ensuite du témoignage d'Alexis. En plus de ces deux témoignages, il y aura très rapidement un petit sondage tout au début pour que nous sachions un peu mieux quelle connaissance vous avez de ce concept de bilan carbone, de ces 3 scopes. Et puis à la fin, il y aura un sondage également pour que nous puissions mieux comprendre ce que ce partage de témoignages, en particulier celui d'Alexis, vous a appris, en quoi ça vous a aidé, ça vous a donné envie d'agir demain ou après-demain, à court terme bien sûr.
et nous partagerons les résultats de ce sondage. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de démarrer. Donc je vous laisse maintenant entre les mains de Manuel et Lionel de Pont Transition Écologique, que je remercie encore, et ensuite de Soline et Marie de Centrale Transition. Donc vous êtes en de bonnes mains, entre quatre mains, hein, donc ça va très bien se passer. Hein, donc laissez-vous emmener par voilà, dans cette aventure hein, que nous allons vivre ensemble ce soir. Et je vous encourage vraiment à être très attentifs et à profiter au mieux hein, de ce témoignage pour que ça puisse vous donner les clés pour agir à votre tour. Et je vous retrouverai tout à la fin donc pour le partage du deuxième sondage et quelques mots de conclusion. Donc Manuel pour président de Pont Transition Écologique et ensuite Soline, présidente de Centrale Transition. Je vous laisse compléter ce petit mot d'accueil. Merci de votre attention. À toi, Manuel. Merci beaucoup, Michel. Merci à l'Uni for the Planet de nous permettre de participer à cette belle aventure. Alors, donc moi, je suis Manuel Astier, je suis Pont, et évidemment, comme le logo derrière moi l'indique, je suis membre du comité et également donc animateur du groupe Pont Transition Écologique. Nous sommes 5 animateurs dans ce groupe et je vais très rapidement décrire ces actions. Et évidemment, comme le disait Michel, l'urgence de la transformation radicale de notre société, nous la connaissons tous autour de cette table. Cependant, on voit qu'elle a parfois du mal à prendre à la fois dans la société et auprès finalement d'un certain nombre de nos camarades. Donc, l'objectif de notre groupe Pont Transition Écologique, ça va être d'organiser des conférences sur le sujet de la transition écologique pour montrer que la transition est faisable, qu'il existe des solutions, voire qu'elle est désirable. Nous avons pour ambition également de montrer ce que fait l'école et ce que fait la communauté des ponts dans cette transition écologique, en particulier les chercheurs de l'école ou les professionnels qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qu'on ne sait pas forcément ce qu'ils sont en train de faire. Et puis enfin, comme c'est le cas aujourd'hui, nous voulons développer le réseau avec les autres clubs professionnels, les autres initiatives, de façon à ce qu'on puisse s'enrichir les uns les autres de nos compétences, de notre énergie. Voilà, normalement, il y a 77 inscrits des ponts ce soir. Ça va être difficile de compter exactement lesquels sont là, mais je voulais terminer juste pour dire que le 29 juin, nous organisons une après-midi d'échange avec les membres du groupe pour lancer des projets internes à notre groupe. Donc, vous êtes évidemment tous les bienvenus. Et également, le 7 juillet, nous aurons une conférence d'Alain Grandjean, de Carbone 4, associé de Jean-Marc Jancovici, et qui viendra nous parler des solutions pour une monnaie écologique. Et donc, bien entendu, nous diffuserons largement l'invitation afin que tout le monde puisse venir. Et je passe la parole à Soline. Excusez-moi, j'étais un peu long. Merci. Alors moi, je suis Soline Moretti, je ne suis pas présidente de Centrale Transition, puisque c'est Julie Prinet qui est avec nous ce soir. Je suis juste référente de Centrale Transition, en tout cas de Centrale Marseille, côté Alumni. Centrale Transition, c'est un groupe professionnel des 5 écoles centrales, donc de Lyon, Nantes, Marseille, Lille et Centrale Paris-Supélec, qui a été fondé par Julie Prinet en 2019 et qui rassemble professionnels et étudiants engagés autour de la transition écologique et solidaire.
La mission principale de Centrale Transition, évidemment, comme tous ici, enfin, j'espère, c'est de contribuer à l'accélération de la transition écologique et solidaire dans la société, mais plus précisément dans les entreprises et les organisations où les centraliens sont. Et Centrale Transition est animée par ses membres et pour ses membres. Il y a 5 objectifs principaux de Centrale Transition. Le premier, c'est déjà rassembler les professionnels et les étudiants autour des questions, des enjeux de la transition écologique et solidaire. Le deuxième, c'est les soutenir dans leurs actions, leurs initiatives, leurs besoins, et dans leurs initiatives au sein de l'organisation en particulier. C'est pour ça que la participation à ce webinaire est très fortuite. La troisième, c'est enrichir les connaissances de ses membres par des formations et en consolidant leurs connaissances sur les thématiques de la transition. La quatrième, c'est favoriser les échanges entre les membres, mais aussi les experts qui sont hors centrale, c'est-à-dire ça peut être les politiques, ça peut être les experts dans les domaines climatiques et écologiques. Et enfin, c'est encourager le passage à l'action de ses membres. Centrale Transition a un site internet, une newsletter, on est présent sur les réseaux sociaux et tous les projets que l'on porte sont à l'initiative de ses membres qui vont organiser des conférences, des ateliers, des formations, etc. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore Centrale Transition par ici et qui sont de Centrale, on vous invite à nous rejoindre par les différents biais que j'ai énoncés. Bonsoir à tous. Nous allons donc laisser la parole à François Laugier, qui est alumni de Centrale Lyon, consultant et formateur indépendant. Il a accompagné plusieurs entreprises dans la réalisation de leur bilan carbone et il a aussi cofondé l'entreprise 2 tonnes. François va donc nous présenter les grands principes du bilan carbone, de quoi il s'agit, pourquoi en faire un, comment et quelle suite donner à un bilan carbone. Et juste avant de laisser la parole à François, nous allons lancer le sondage dont a parlé Michel au début, un sondage concernant vos connaissances en matière de bilan carbone. Normalement, le sondage s'est affiché. Vous pouvez voter. On laisse quelques secondes. Voilà, il reste quelques secondes. Et ensuite, François pourra nous dire quelques mots des résultats et enchaîner avec sa présentation. Et au cours de l'intervention de François, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On lui fera remonter à la fin de son intervention dans un temps de questions-réponses. Bonjour à tous du coup. Je vais commenter rapidement les résultats que je vois directement. Donc, la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de bilan carbone. Par contre, vous êtes à peu près moitié-moitié à soit savoir faire la différence entre les scopes, soit pas trop la connaître encore. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va revoir tout ça et puis on va voir notamment que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, autrement appelé BGES, c'est une façon assez spéciale, spécifique plutôt, de compter les émissions. Donc, c'est une façon de faire un bilan carbone. Et je vais tout de suite partager mon écran. Quelqu'un peut confirmer que vous voyez bien apparaître mon écran? Ça marche, oui. Super. Donc, je vais vraiment rappeler les grands principes du bilan carbone. Première chose, qu'est-ce que le bilan carbone en termes de concept? Le bilan carbone, c'est un outil. Ça permet de compter les émissions de gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et d'autres. Cet outil, il va permettre d'avoir un montant total, mais aussi d'avoir une vision d'ensemble sur la décomposition de ces émissions. Il y a une activité, ça peut être lié à une activité d'une entreprise. C'est un outil essentiel qui va permettre du coup d'analyser les émissions, de les décomposer pour ensuite établir une stratégie de réduction de ces émissions. Donc on peut le voir comme un point de départ vers une stratégie ensuite. Plus généralement, la raison d'être du bilan carbone, elle existe à l'échelle sociétale. Si on veut limiter le changement climatique, alors actuellement l'objectif c'est de limiter en dessous, voire même en 2 degrés, voire même en dessous de 1,5 degré, si on regarde l'accord de Paris. Pour ce faire, il faut ne pas dépasser une certaine quantité d'émissions, totale d'émissions sur l'ensemble du siècle. On appelle ça un budget carbone. Donc il faut ne pas dépasser une quantité totale. Et pour ne pas la dépasser, on va essayer de comprendre ces émissions et d'arbitrer les réductions en fonction de d'où les émissions viennent. En fait, c'est ça le principe d'un bilan carbone. Comprendre les émissions et ensuite arbitrer les réductions des émissions pour ne pas dépasser ce budget carbone global. Donc voilà pour le concept. Maintenant, concrètement, à l'échelle d'une entreprise,
quels vont être les intérêts à se lancer dans une démarche bilan carbone. Alors, il y a beaucoup d'intérêts qu'on pourrait lister. Je vais simplement m'attarder sur 5 d'entre eux. Tout d'abord, pensons long terme. La transition bas carbone, c'est quelque chose sur le, entre guillemets, long terme, quelque chose à horizon 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Cette transition bas carbone, si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, elle est très ambitieuse, elle demande des transformations très en profondeur, comme l'a déjà dit Michel. Donc, il n'y a pas que nous qui le disons, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ce que projettent les experts, comme par exemple l'ADEME, comme par exemple Megawatt, mais c'est aussi ce que projettent les politiques dans la stratégie nationale bas carbone. Durant ma présentation, je vais présenter quelques ressources. Je vous invite à les noter si ça vous intéresse, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail. Donc, si ces sujets-là vous intéressent pour comprendre bien quelle va être la transformation qu'implique la transition à l'échelle sociétale, je vous renvoie vers ces sources. Et si les formats type atelier plus ludique vous intéressent, je vous renvoie vers un atelier d'automne qui vous permettra d'avoir cette vision d'ensemble aussi. Quelques exemples pour comprendre l'ampleur de la transformation. Dans la stratégie nationale bas carbone, on parle de rénover 100% des logements avant 2050. 100% des logements. On parle aussi d'avoir interdit la vente de véhicules individuels neufs thermiques en 2040. Donc, c'est vraiment des transformations qui vont impacter très fortement les secteurs en question. En tant qu'entreprise, on peut se demander quelle va être ma place si je ne fais pas évoluer mon modèle d'affaires dans un tel monde. Est-ce que je serai encore compétitif ou pas? Et à l'inverse, il y a sûrement plein d'autres opportunités. Comment faire pour les saisir? Donc ça, c'est un premier ensemble d'intérêts. Essayer d'anticiper les risques, les opportunités liées à cette transition qui est vraiment très profonde. Une deuxième question qui est aussi sur le long terme, c'est le fait d'anticiper les risques et les opportunités liées non pas au changement climatique, mais à la raréfaction des ressources fossiles. Donc pour la faire courte, les ressources fossiles sont limitées, on en consomme, les stocks s'épuisent, la vitesse de production annuelle de pétrole notamment ne peut croître ou rester constante indéfiniment. Donc ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, on a déjà passé le pic de production de pétrole conventionnel. Le Shift Project, avec ses analyses, nous dit qu'on va passer le pic de production de pétrole, tout pétrole confondu, dans les prochaines années, entre 2025 et 2035 de mémoire. Donc c'est quelque chose qui arrive. Et ça va impliquer probablement une élévation des coûts, mais aussi une difficulté d'accès croissante à la ressource. Et donc si moi, en tant qu'entreprise, je suis lié directement à une consommation de ces ressources fossiles, je vais être impacté au premier plan. Et puis plus largement, je fais partie d'une chaîne de valeur dans laquelle il y a plein d'acteurs qui sont probablement, indirectement, mais parfois aussi directement liés à ces ressources fossiles, qui seront au premier plan face à ce phénomène. Je partage 3 autres raisons qui sont plus des raisons de court terme, pragmatiques. La première, c'est de respecter la réglementation. Il y a un certain nombre d'entreprises qui, aujourd'hui, en France, doivent déjà réaliser un bilan carbone. Plus précisément, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui comprend certaines modalités plus précises. On appelle ça le BGS. Autre raison, tout simplement communiquer auprès de ces parties prenantes, que ce soit les clients, mais aussi les investisseurs, les partenaires, les fournisseurs, afin d'être plus attractifs, mais aussi plus compétitifs. Enfin, on peut aussi penser à de la communication, mais plutôt en interne. Là, l'enjeu, ça peut être de renforcer la raison d'être de l'entreprise, favoriser par conséquent la fédération d'employés, favoriser le bien-être des employés et aussi rendre l'entreprise et son activité plus attractive auprès des jeunes talents. Donc voilà pour quelques intérêts qu'une entreprise peut trouver à s'embarquer dans cette démarche. Alors j'en ai fini pour le pourquoi, maintenant je vais rentrer dans le comment. Première chose, sur le comment faire un bilan carbone, quel est le principe? Le principe, vous l'avez sous les yeux, c'est un principe de comptabilité, un principe de comptable. Donc on va multiplier des choses, on va faire un inventaire de choses, et puis on va multiplier ces choses par des coûts unitaires. Sauf que là, le coût unitaire, ce n'est pas un coût unitaire en euros, c'est un coût unitaire en carbone, gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, etc. Et on va appeler ce coût carbone le facteur d'émission. On va multiplier les données d'activité par des facteurs d'émission pour obtenir des émissions. Par exemple, kilomètres parcours en voiture fois quantité de gaz à effet de serre émis par un kilomètre, et je vais obtenir mes émissions. Pour la faire simple. Concrètement, les données d'activité, on va les collecter et elles vont caractériser l'activité de l'entreprise. Les facteurs d'émission, ces facteurs d'émission, on ne va pas les inventer, on va les récupérer dans des bases de données de référence. Et notamment en France, nous avons la chance d'avoir la base carbone produite par l'ADEME qui met à disposition un très grand nombre de facteurs d'émission qui sont cette base de données est vraiment la référence en France et même dans d'autres pays du monde.
Les facteurs d'émission, ils sont issus d'analyses de cycle de vie, donc ce sont des études normées, codifiées, réalisées par des bureaux d'études, des organismes experts, et qui permettent d'aboutir à la quantification des impacts environnementaux de différentes choses, produits et services. Donc voilà pour le principe concret de calcul. En termes de méthodo, comment on va faire pour mettre en œuvre ces principes-là? Plusieurs étapes. La première étape, comme toute mission, tout projet, ça va être une étape de cadrage. En l'occurrence, on va cadrer la mission, ses objectifs, mais la spécificité d'une démarche bilan carbone, c'est qu'on va aussi définir le périmètre, le champ d'étude, autrement dit, l'ensemble des activités qu'on va étudier. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. La deuxième étape, ça va être une étape de collecte. Donc, on a défini toutes les activités qu'on prend en compte, on va les caractériser avec des données, et ces données, on va aller les collecter en interne, et parfois aussi auprès des fournisseurs. Troisième étape, l'étape d'analyse, on va récupérer toutes les données collectées et on va les convertir à l'aide de ce principe en carbone pour obtenir des émissions. Quand je dis carbone, il faut bien comprendre gaz à effet de serre au sens large. Donc, on va effectuer des calculs, obtenir des résultats et pouvoir analyser ces résultats. Donc, quand je dis analyse, j'entends pouvoir les décomposer, identifier les catégories d'activités qui émettent le plus, les catégories d'activités qui émettent le moins. Et cette photo des émissions va nous permettre, une première chose, qui est d'établir les différents leviers. Qu'est-ce qui émet beaucoup, qu'est-ce qui émet moins, qu'est-ce que je peux activer maintenant, qu'est-ce que je peux activer plus tard. Prioriser tout ça, quantifier en termes d'impact, quantifier aussi peut-être en termes de coût, en termes de faisabilité. Et puis, mettre tout ça dans un plan d'action, dans une feuille de route. Mais aussi communiquer auprès de l'ADEME. C'est notamment obligatoire dans le cadre du BGS réglementaire, mais que plus largement communiquer auprès des différentes parties prenantes des activités de votre entreprise. Alors, je vais revenir sur quelques points et attirer votre attention sur différentes choses. Concernant le périmètre, quand on parle de périmètre pour les activités de l'entreprise, dans la démarche bilan carbone, on parle de scope. Et on distingue 3 scopes. Le scope 1, c'est le scope qui va comprendre toutes les émissions dites directes, toutes les émissions qui sont générées à l'extrême, pour faire simple, votre site. Donc, si vous avez une chaudière à gaz sur votre site, que vous mettez du gaz dans cette chaudière que vous brûlez, que vous allez mettre du CO2, on va le compter dans le scope 1. Sur le scope 2, nous allons compter toutes les émissions qui sont générées par la consommation d'énergie sur site, qui n'émet pas directement. Donc, en gros, on va compter l'électricité, la consommation de chaleur via réseau et la consommation de froid via réseau, qui émettent sur des centrales qui ne sont pas sur votre site et que vous avez consommé sur votre site. Voilà pour le scope 1 et pour le scope 2. Le scope 3 va comprendre tout le restant des émissions qui sont liées aux activités de votre entreprise. Le point sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il faut bien faire la différence entre ces 3 scopes. Pour beaucoup d'entreprises, c'est le scope 3 qui va comprendre la très majeure partie des émissions, et puis Alexis fera un retour là-dessus. Autre point de vigilance aussi, c'est que ce qu'on appelle le BGS, le bilan carbone qui est réglementaire, donc, va inciter à compter toutes les émissions, évidemment, mais l'obligation d'apporter que sur les 2 premiers scopes. Donc, une entreprise qui réalise son BGS qui est conforme à la loi ne va pas nécessairement réaliser son scope 3. Alors, en pratique, ce qu'on va observer, c'est que beaucoup d'entreprises qui font leur bilan carbone s'embarquent dans le scope 3, mais ne vont pas jusqu'au bout. Alors, dans ce scope 3, qu'est-ce qu'on va compter finalement? Dans le scope 3, nous allons compter, par exemple, toutes les émissions en amont de l'activité. Autrement dit, les émissions qui ont été générées par les fabricants de matières premières, si vous consommez des matières premières, les fournisseurs qui vous ont fourni des biens, les prestataires de services qui ont aussi une activité qui génère des émissions. Tout ça, on va le compter dans le scope 3. On va aussi compter les déplacements de biens, certes, mais aussi de personnes. Par exemple, si vous avez des rendez-vous avec du monde, des déplacements en avion, avec la France, des déplacements en train, tout ça, on va le compter dans le scope 3. On va compter les émissions liées à la gestion des déchets que vous générez sur votre site. Et enfin, mais encore un autre exemple, on va compter les émissions générées par les émissions qui ont été émises avant l'année que vous considérez, les émissions générées à des immobilisations, par exemple aux bâtiments qui ont été construits avant, par exemple aux différents équipements que vous utilisez, qui ont été construits avant. Tout ça, on va pouvoir aussi le prendre en compte. Enfin, une autre chose importante qu'on va compter dans le scope 3, potentiellement, c'est toutes les émissions qui sont liées à l'usage des biens ou des services que vous allez vendre. Alors certes, ce n'est pas vous qui allez émettre, je vais prendre un exemple.
Imaginons que je suis un constructeur de voitures, j'ai une activité, j'ai mis directement sur site, j'achète des matières premières pour assembler, donc je vais prendre aussi en compte toutes les émissions des fournisseurs amont, et enfin je vais vendre la voiture finie. Cette voiture elle va être utilisée par mes clients, des particuliers par exemple, qui vont mettre du pétrole dans la voiture, brûler le pétrole, ça va faire du CO2. Donc l'usage de ma voiture, l'usage de mon bien vendu va émettre, et ça je vais pouvoir le compter dans ce code 3. Et c'est vraiment important de comprendre ça. On peut compter ce genre de choses dans le code 3 parce que l'objectif final d'une démarche bilan carbone, c'est bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est bien d'identifier tous les leviers sur lesquels on peut agir pour ensuite essayer de les réduire. En tant que constructeur automobile, un de mes leviers, ça va être d'essayer de faire évoluer la technologie de nos véhicules pour qu'on consomme moins de pétrole, on émette moins de CO2, voire même qu'on change la technologie. Donc voilà pour ce point. Deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'un bilan carbone, donc quand on parle de bilan carbone, on peut entendre simplement un reporting, mais en fait, ça peut aller bien au-delà. Un bilan carbone, ça peut être vraiment une démarche d'amélioration continue qui va jusqu'à remettre en question la raison d'être de l'entreprise. Et donc, on peut bien distinguer en termes de reporting ce à quoi peut aboutir le BGS réglementaire. On peut se contenter d'un reporting, d'une démarche bilan carbone qui peut être réalisée par des outils comme le bilan carbone avec un grand B, qui sont vraiment une méthode complète de A à Z qui permet de s'embarquer dans une démarche d'amélioration continue. Très concrètement, quelles options s'offrent à vous pour mettre en œuvre une démarche bilan carbone? Alors, j'en ai distingué trois, c'est trois ensembles d'options, on va dire, et on va essayer de les détailler. Alors, je les ai caractérisés en 4 critères. Première option, vous êtes autonome, donc vous allez mettre en œuvre cette démarche de façon autonome au sein de votre entreprise. Deuxième option, vous allez utiliser un logiciel. Troisième option, vous allez vous faire accompagner par un expert. En termes de critères, je propose un critère de qualité, un critère de durée de mise en œuvre, un critère de coût et un critère de formation en interne. Concernant la qualité, évidemment, si vous êtes accompagné par un expert, il existe plein de cabinets et aussi des consultants indépendants qui vous proposent un accompagnement, qui ont de l'expérience, qui ont une expertise et qui sont aussi certifiés, notamment certifiés bilan carbone avec un grand B. Donc là, vous allez avoir un niveau de qualité qui est garanti. Évidemment, si vous voulez réaliser le bilan carbone en autonomie, ça va dépendre du niveau de formation que vous allez exiger. Et si vous souhaitez utiliser un logiciel, donc il existe des logiciels qui vous permettent assez facilement de réaliser un bilan carbone. Et en fait, ça va tout simplement dépendre du logiciel. Il y a des logiciels qui ont un certain niveau de qualité, des logiciels qui ont un moindre niveau de qualité. Concernant la durée, je vais considérer 2 échelles de temps. Voilà. La première, c'est la durée totale de la mission. En fait, si je reviens sur la méthode, vous avez ici une phase de collecte qui va prendre relativement beaucoup de temps. Alors, ça va beaucoup dépendre du type d'entreprise, de la taille, etc. Mais cette phase de collecte, elle demande d'aller chercher beaucoup de données qui ne sont pas forcément faciles à récupérer, demande d'être en contact avec beaucoup d'interlocuteurs qui vont répondre plus ou moins vite, d'avoir des échanges plus ou moins longs, etc. Donc, cette phase, elle va étaler la mission dans le temps. Évidemment, en général, il y a plusieurs interlocuteurs dans la mission en général. Donc, la mission va s'étaler dans le temps et peut compter de quelques semaines à quelques mois en fonction de la taille et du type de l'entreprise. Néanmoins, étant donné que c'est une mission dans le temps, en termes de jours hommes, on va être sur des durées un peu plus courtes. En moyenne, on peut dire qu'il faut compter environ 10 jours hommes pour réaliser une mission bilan carbone. Si vous faites accompagner par un expert, en tout cas, ça va être l'ordre de grandeur. En termes de coûts, différentes structures de coûts. Si vous voulez réaliser la chose en autonomie, là, le coût, ce sera le coût de formation, peut-être le coût d'usage des outils, par exemple, d'outils bilan carbone. Concernant le logiciel, le coût, ça va être l'usage du logiciel. Et enfin, concernant un accompagnement par un expert, le coût, ça va être le coût lié à la prestation. J'ajoute un point là-dessus. Vous pouvez encore bénéficier d'une aide de l'ADEME là-dessus, si vous souhaitez, dans le cadre de l'offre tremplin qui elle-même s'inscrit dans le cadre du plan de relance. Par contre, attention, vigilance, j'ai entendu de plusieurs bouches que ces offres-là allaient bientôt cesser. Et enfin, en termes de formation interne, donc ça c'est important, si vous voulez vraiment mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent l'intérêt et qui montent en compétences en interne pour continuer à suivre ça. Donc je pense que c'est important, c'est pour ça que j'ai mis en critère. Et donc si vous vous formez en autonomie, vous aurez probablement un niveau de formation élevé. En fonction des logiciels, vous allez avoir un niveau de formation et d'autonomie plus ou moins élevé. Il y a des logiciels qui sont vraiment légers en termes de montée en compétences. Et puis si vous faites accompagner, ça va dépendre de votre besoin et de ce que vous souhaitez.
Et il y a des prestataires qui vous réaliseront tout et des prestataires qui vous accompagneront et qui vous feront monter en compétence. Dernière chose, après je vous laisserai la main pour la question. Suite au bilan carbone, donc vous pouvez mettre en œuvre, construire et mettre en œuvre un plan d'action, et puis ce plan d'action, vous pouvez soit directement déduire d'une démarche bilan carbone, et sachez qu'il existe aussi des outils plus spécifiques, parfois plus complets, parfois plus adaptés, pour vous accompagner dans la construction et la mise en œuvre de ce plan d'action. Il y en a deux qui sont cités ici. Donc pour conclure, pour synthétiser, en tant qu'entreprise, vous avez des raisons qui sont de plus en plus fortes, notamment des raisons de long terme qui sont de plus en plus fortes, mais aussi des raisons de court terme pragmatiques pour vous lancer dans une démarche bilan carbone. Le bilan carbone, vous pouvez le voir comme un reporting, mais vous pouvez le voir comme beaucoup plus une démarche de long terme, une démarche d'amélioration continue qui va faire évoluer la raison d'être de l'entreprise. Et enfin, on l'a vu, il existe de nombreuses solutions qui peuvent vous accompagner pour faire tout ça. Si jamais vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon contact ici. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup François. J'embraye tout de suite sur les questions du chat et on a 3 minutes en gros. Si on veut laisser le temps à Alexis de présenter sa démarche. Alors, il y a déjà une remarque de Eddy Poitras qui dit que les PME qui ont reçu des aides du plan de relance ont l'obligation de réaliser un BGS simplifié. Alors, il y a une question intéressante, c'est finalement pourquoi le scope 3 n'a-t-il pas été rendu obligatoire? Et je rajouterai une question qui est personnelle. C'est quoi les obligations pour les entreprises aujourd'hui de plus de 500 salariés? Enfin, plutôt, quelles sont les incitations, au contraire, ce qu'elles risquent si elles ne font pas ce travail-là? D'accord. Ok, merci. Alors, pourquoi le scope 3 n'est pas obligatoire? Moi, je vois 2 raisons. Après, je n'ai pas fait la loi, donc il y en a sûrement d'autres. Mais en tout cas, c'est mon interprétation. La première, c'est que le scope 3, il est difficile à définir parce qu'il dépend vraiment de l'entreprise et de la chaîne de valeur dans laquelle il s'inscrit. Donc, c'est vraiment difficile de faire quelque chose de formel qui s'applique à tout le monde, de générique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le scope 3, ça implique souvent un travail très, très profond, très, très poussé. Et je pense que l'esprit de la loi aussi, c'est d'inciter un maximum d'entreprises à réaliser déjà cette première étape qui est le scope 1. Okay. Et sur la deuxième question, donc, les entreprises de plus de 500 salariés qui sont basées en France ont l'obligation de réaliser un BGS tous les 4 ans. Sur les scopes 1 et 2, du coup, elles ont aussi l'obligation de publier leurs résultats sur le site de l'ADEME et de partager un plan d'action. Elles sont aussi incitées évidemment à fournir au maximum de plans d'action et puis à s'aventurer dans le scope 3, c'est obligatoire. Si elles ne le réalisent pas, elles risquent une amende de 10 000 €. Et l'amende pour récidive est encore plus élevée. D'accord. Une question de Martine qui dit que le bilan carbone est une démarche franco-française. Quel outil on utilise sur un groupe multisite? Pologne, Allemagne, France, Chine, Autriche, par exemple. Ok, bonne question. Alors, en fait, si on parle de ce bilan carbone, la démarche bilan carbone, faut savoir que cet outil, il est reconnu à l'international. C'est un outil qui a été développé en France il y a longtemps par notamment l'ADEME, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je crois qu'il y a 15 000 formés, et puis alors, il y a une partie qui est en France, certes, mais il y a aussi des gens qui sont formés hors de France. Première chose. Et deuxième chose, cet outil, il peut s'appliquer à des entreprises qui utilisent plusieurs sites en France et ailleurs qu'en France. Donc, ce n'est pas un outil restrictif à la France. Deuxième élément de réponse, c'est que là, je vous ai présenté 2 outils, donc méthodologie BGS, méthode bilan carbone, mais il existe d'autres outils en fait, et notamment le GHG Protocol, qui propose aussi une méthode de compta et qui permet d'aboutir à un reporting, mais ce, international.
Dernière question peut-être, Manuel. On va prendre une dernière question de Xavier à Bourges, et que je salue au passage. Salut Xavier. Sa question est la suivante. Le Scope 1 prend-il en compte la consommation d'énergie grise? Non, le scope 1 va vraiment prendre en compte les émissions qui sortent de l'installation. Donc, si j'ai une usine, que j'ai une chaudière à fioul, une chaudière à gaz, je brûle des énergies fossiles, ça émet du CO2, ça je le prends en compte. Si j'ai une clim avec un fluide frigorigène qui fuit en gaz à effet de serre, ça je le prends en compte, c'est des émissions qui sont directes. L'énergie grise, je ne vais pas la prendre en compte ici. L'énergie que je vais consommer, qui n'est pas directement, donc l'électricité, ça va être mon scope 2. Et l'énergie plus largement grise qui permet la fabrication peut-être des biens que je vais acheter, peut-être des appareils que je vais utiliser. Tout ça, c'est dans le scope 3. Ok, merci beaucoup François. On passe donc la parole à Alexis. Merci à vous. Moi, je vais rapidement, j'ai le plaisir de te présenter, Alexis. Donc, en fait, tu es consultant numérique responsable chez Octo Technologies, qui est une société de conseil de formation qui conçoit, exploite des services numériques et qui est une filiale d'Accenture. En 2020, tu as initié puis porté la démarche qui a conduit ton entreprise de 700 collaborateurs à réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et en incluant évidemment le scope 3. Enfin, je dis évidemment, on verra pourquoi. Et à adopter une stratégie bas carbone ambitieuse à l'horizon 2030 concernant le fonctionnement interne, transport et bureaux et les services aux clients avec des services numériques éco-conçus. Alors, pour commencer, Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les enjeux climatiques sont devenus importants pour toi? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui t'a décidé en fait à agir au sein de ton entreprise? Merci Lionel et bonsoir à tous. En fait, les enjeux écologiques, je pense, sont assez importants pour moi depuis très longtemps. Et puis, j'avais un petit rêve de gosse depuis longtemps, c'était d'acheter une maison à la campagne et de la retaper, faire un peu de bioclimatisme et puis de me prendre pour un fermier ou un nouveau paysan, avoir des poules, etc. Donc, le rêve est réalisé. Depuis 2017, je suis parti à la campagne et donc je me suis expatrié de Paris tout en continuant à travailler à Paris parce que j'adore mon boulot. Mais voilà, en faisant voilà, en m'expatriant, quoi, en faisant un banlieusard un peu lointain. Voilà, depuis 2017, je fais le chemin assez régulièrement entre la gare et chez moi. Je croise beaucoup de champs autour de chez moi et je constate les dégâts. Je les constate de plus en plus violents, notamment l'érosion des sols, pardon. Et j'avoue que de vivre à la campagne, d'être plus proche oui, de mon arbre qui commence à avoir quelques douleurs et quelques souffrances qui est devant la maison liées aux différentes sécheresses, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, je me sens plus touché que quand j'étais dans mon appartement parisien où tout ça me semblait encore assez lointain. Et du coup, c'est devenu de plus en plus prégnant pour moi, de plus en plus important pour moi, à tel point que début janvier 2020, j'avais des préoccupations, j'étais assez concerné, mais je me suis dit non, mais maintenant c'est plus possible. Enfin, je ne peux plus me regarder dans la glace si je n'agis pas concrètement d'une façon ou d'une autre dans mon boulot, si je réconcilie pas un petit peu mes préoccupations et mes inquiétudes personnelles, et si je passe pas à l'action, parce que je pense que le meilleur remède aux mauvaises nouvelles, c'est l'action. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans tout ça. Donc tu décides d'agir. Là, tu choisis en fait de t'aventurer dans le bilan, de faire un bilan, de proposer de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre à ton entreprise. Donc, comment ça s'est passé en fait? Ouais, alors il faut revenir un petit peu en arrière, c'est qu'il y avait, et je pense un petit peu à l'image de la société française, en interne d'Octo Technologies, il y a eu voilà, quelques prises de conscience courant 2018-2019. Chez Octo, on a beaucoup de mailing lists, par exemple, donc juste des emails, et il y a eu une
mailing list qui s'appelle Green à Octo Technologies, qui a refait surface. Tout d'un coup, elle existait, elle n'a pas été créée en 2018, mais elle a été réactivée suite à quelques succès. On a des moments de partage, on a beaucoup de moments de partage entre Octo, et notamment il y a eu un moment plein de partage de BBL. Brown Bag Lunch, pardon, c'est un petit terme de geek, BBL, les temps de partage sur le midi. Et donc, il y a eu des partages sur lombricompost, zéro déchet, et ils ont rencontré un succès phénoménal. Il y a eu 50 personnes, je crois, sur un des BBL sur zéro déchet. Du coup, ça a donné l'envie de réactiver cette mailing list. Et en fin 2019, on a aussi organisé un apéro de tous les gens qui étaient disponibles. On était 25 ce soir-là, et qui étaient un peu préoccupés par cette question et qui se posaient des questions sur OK, ces préoccupations personnelles, comment on pourrait les mettre au service d'Octo? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au service d'Octo? Et ce soir-là, c'était plein de gens passionnés, avec plein d'idées dans tous les sens. Alors, on a décidé d'arrêter les touillettes en plastique, on a décidé d'en finir avec les gobelets en plastique. Il y avait même des révolutionnaires qui voulaient arrêter les canettes de coca au 6e étage. Il y en avait d'autres qui allaient plus loin, qui se disaient, bon, on va passer chez Enercop, on va passer... Bon, ça partait dans tous les sens. Et en fait, moi, dans tout ça, alors il se trouve que j'avais suivi les cours de Jean Covici à Mines Paris Tech, et je me disais, ouais, mais en fait, comment on est sûr... Alors, c'est bien d'arrêter le plastique, très bien, mais comment on est sûr que c'est vraiment ça la priorité? Et puis, il y avait tellement d'avis contradictoires, tellement voilà. En fait, moi, ce soir-là, sur cet apéro-là, j'ai dit, bah, en fait, dans tout ce que j'entends, comme je ne sais pas prioriser, j'aurais envie de proposer qu'on fasse un bilan carbone sérieux pour Octo, pour nous aider à nous mettre d'accord, à y voir clair dans tout ça. Voilà, j'avais proposé ça. Et puis ben, voilà, je vous ai raconté juste avant qu'est-ce qui fait en janvier 2020, je me suis dit, je ne peux plus ne pas agir. Donc, je me suis dit, bah, on a un petit dicton Octo, you say it, you own it. Donc, si tu le dis, tu t'en empares. En tout cas, tu as la possibilité, la liberté de t'en emparer à Octo, et c'est une vraie chance. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, en janvier 2020, pourquoi ne pas me proposer? Je sais faire de la gestion de projet. Bah, voilà, je fais chef de projet, je me propose, et puis on y va. Et je trouve que ça a rencontré un certain... Bon, déjà, c'était assez en adéquation avec des énergies et des envies de collaborateurs au sein d'Octo Technologies. Et ça a aussi, surtout, rencontré un écho, en particulier chez la COO, Dominique Bugnier, d'Octo Technologies, parce qu'il y avait une démarche aussi, il y avait une volonté d'aller vers le B Corp, d'être certifié B Corp au niveau d'Octo Technologies, ce qui est le cas là, depuis récemment d'ailleurs. Et donc, tout ça, ça a vraiment rencontré, c'était le bon moment, et ça a rencontré un bon écho. Et aussi, c'est le PDG d'Octo Technologies, Ludovic Cinquin, qui lui-même d'ailleurs fait sa propre transition et est en train de s'installer à Mâcon, à la campagne aussi, avec voilà, quelques années. Voilà, enfin, c'est assez récent. Bref, si je vous dis ça, c'est que ça a rencontré de l'écho chez eux, et du coup, c'était des très bons alliés pour la suite. Je leur ai parlé de mon envie d'avancer. Ils m'ont dit, bah, banco, trouve avec qui d'autre, vas-y, monte une équipe projet, puis choisis les prestataires, dis-nous de combien de temps tu as besoin, toi, et puis chez Octo, et puis dis-nous combien ça pourrait coûter, si ça coûte quelque chose, de quoi il y a besoin comme moyen pour le faire, puisque ça va nous aider de toute façon. Bon, eh ben, bah, du coup, je fais un petit appel à volontaires. Je trouve 2 collègues qui lèvent la main, Sébastien et Charlotte. Ils disent, allez, OK, on y va. Et puis là, on se dit, bon, est-ce qu'on se fait accompagner, pas accompagner? Voilà, on rentre dans un processus, on se pose les questions que François vous a un petit peu présenté avant. Puis voilà, on rencontre différents prestataires possibles. Voilà, et puis on se dit, on n'a pas envie de faire avec un prestataire qui va vraiment nous prendre par la main, un peu trop par la main. On a envie d'essayer de mettre les mains dans le cambouis un petit peu. On a envie de se former, on a envie d'aller un peu plus loin que juste faire un bilan carbone. On a envie d'y aller nous-mêmes, quoi. Et du coup, on rencontre François qui avait aussi animé des fresques du climat à Octo Technologies. Et puis ça match, et puis on se dit, bah, tiens, voilà, pourquoi pas faire ça ensemble. On sent qu'il partage notre vision, c'est-à-dire qu'il est prêt à nous faire bosser, quoi, concrètement, et à nous aider. Et bon, et du coup, bah, banco, on y va avec François. Donc le boulot sur le bilan carbone, ça s'est étalé, je crois qu'on a décidé quelque part en début mars 2020.
et on l'a terminé, en tout cas, je considère qu'il y a une vision un peu finale en tout cas, je l'ai publié sur le site de l'ADEME, clin d'œil aux participants de l'ADEME qui sont là ce soir. Je l'ai publié sur le site en août, si je me souviens bien, en août 2020, donc ça a pris du délai. Bon, au milieu, il nous est arrivé un petit pépin sur la route, qui fait d'ailleurs qu'on est là en distanciel. Ça s'appelle une crise sanitaire avec un truc des chauves-souris. J'ai pas très bien compris l'histoire, mais bon, ça nous a un peu freiné au démarrage, il faut bien le dire, hein, parce que je sais plus, pendant 2 semaines ou un mois, je crois, avec François, on savait pas très bien comment s'organiser. On venait de lancer le projet, on avait fait quelques petites réunions, et puis boum, on a été coupé en plein vol. Si je raconte cette anecdote, c'est que c'est aussi que ça a été une des difficultés rencontrées, cette distance-là, et puis comment partager, comment engager auprès des collaborateurs d'Octo, c'était pas si simple. En tout cas, vous l'avez tous vécu depuis 1 an et quelques, on le vit, mais bon, on l'a vécu très concrètement sur ce projet-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme surprise sur le chemin? Non. Sur le chemin, oui, pardon, une grosse surprise à laquelle je ne m'attendais pas, et je pense même, François, tu acquiesceras ou pas, mais quand on cherchait justement donc, sur le fameux scope 1, 2, 3, donc on s'est dit, dès le début, d'ailleurs, on se posait des questions de périmètre, et puis assez vite, on s'est rendu compte que finalement, d'être plus ambitieux, c'était peut-être plus simple, de façon très contre-intuitive, en tout cas pour moi au démarrage, mais en fait, on s'est rendu compte que si on faisait grand, on n'avait pas besoin de se poser la question de l'allocation de tel PC ou de telle personne sur tel sous-projet. Et en fait, le plus on fait grand, le plus c'était simple. Sauf qu'après, on a voulu être très ambitieux, on a voulu inclure les émissions liées à l'usage des produits vendus par Octo Technologies. Or, Octo Technologies vend du service numérique. Alors, il y a 2 mots embêtants là-dedans, c'est service et numérique. Parce que service, du coup, on est moins sur des biens physiques. Alors, du coup, il faut réfléchir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui sous-tend, quels sont les flux physiques qui sous-tendent ce fameux service. Et alors, numérique, deuxième point noir, numérique aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais typiquement, aujourd'hui, je ne connais pas un seul architecte informatique qui fasse une architecture physique. Les architectures en informatique, elles sont toutes logiques. Logique, c'est-à-dire qu'on manipule des choses qui sont des virtual machines, des VM, on utilise du cloud, on utilise du réseau, on utilise des ressources disponibles dans le réseau existant, mais le lien avec la couche physique est très, 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 très difficile à trouver. Elle nécessite plein d'hypothèses, plein de choses complexes. Et ça, c'était vraiment une grosse surprise. On ne l'avait pas anticipé, on s'est pris cette difficulté sur le chemin, et voilà, et grâce à l'aide de François, on a essayé de la surmonter. On est arrivé à un truc que je qualifierais de satisfaisant, mais du coup, on a mis le doigt dans quelque chose de passionnant et dans lequel on continue de s'investir au-delà du bilan carbone dans différentes, notamment mégaoctets par exemple, ou des gens comme ça. Donc, on s'est rendu compte finalement que c'était que le début du chemin pour les services numériques en particulier. Donc voilà, donc je vais faire un petit accélération, ça nous amène ça en août. Ouais, sur l'été, l'été 2020 à peu près, on a la photo finale, en tout cas sur lesquelles on est suffisamment satisfait, c'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude sur les chiffres qu'on obtient, mais on se dit que ça représente en ordre de grandeur une certaine réalité. Alors du coup, déjà, on prend plein de claques un petit peu dans la tête. Déjà, la première, c'est que si je fais la somme de toutes les initiatives prises spontanément en 2019, ou dans les années passées, ça représente, si je vais vraiment tout additionner comme si on les avait finies, alors que certaines sont encore en cours, mais si je les additionne toutes, ça fait 2% du total. Donc les émissions d'Octo Technologies, ça représente X. Et tout ce qu'on avait fait jusque-là, sur de la bonne volonté, sur des envies, sur des intuitions, ça représentait que 2% du total. Or, 2% du total, c'est même pas assez pour une année de réduction à la hauteur des enjeux des accords de Paris, puisque pour mémoire, pour être au rendez-vous des accords de Paris, il faudrait faire moins 5% par an jusqu'en 2050, un peu moins après. Donc, on a une courbe qui ralentit, quoi. Voilà. Donc, voilà, premier apprentissage. Deuxième apprentissage, et surprise plutôt, on s'attendait à ce que nos joujoux numériques, donc nos iPhones, nos ordinateurs, etc., pèsent assez lourd dans la balance et des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on s'est rendu compte que
en comparaison, en particulier par exemple aux bâtiments et aux mètres carrés immobilisés liés juste aux superbes locaux qu'on a au 34 avenue de l'Opéra, en fait, c'était assez dérisoire. Je vous dis ça de tête à peu près, mais ça devait être de l'ordre de 10% du total, un peu moins, sur les mètres carrés bâtiments, alors que nos joujoux numériques, c'est 1%, même un peu moins encore, de 1% du total. Donc ça, c'était une surprise. Bon. Et donc, du coup, OK, on a des initiatives autour de allonger la durée de vie de nos joujoux numériques Octo Technologies, mais en fait, au final, encore une fois, ça ne va même pas être suffisant pour faire une année de réduction. Donc, il va falloir travailler sur la partie des locaux. Ça, c'était une vraie découverte. Et après, la grosse claque, et je crois qu'il y a eu des questions tout à l'heure pendant le bilan carbone, c'est que dans la totalité des émissions d'Octo Technologies, la moitié sont liées aux émissions liées à l'usage des produits et des services numériques vendus par Octo Technologies. La moitié. Donc, vous voyez qu'il y a scope 1, scope 2, scope 3. Dans le scope 3, tout le monde n'inclut pas toujours, je crois qu'Eddie l'a précisé tout à l'heure dans le chat, mais tout le monde n'inclut pas toujours les émissions liées à l'usage des produits vendus par l'organisation. Donc, à Octo, on l'a inclus. Donc, mais si je prends scope 1, scope 2, scope 3, la partie juste, toute petite partie du scope 3, elle représente 50% du total, donc elle est gigantesque, ces émissions liées à l'usage des produits vendus. Et ensuite, si je prends scope 1, scope 2 en comparaison du total, ça c'est 3% du total. Donc là, vous avez l'illustration que si vous faites que scope 1, scope 2 du bilan carbone, vous regardez que 3% de la question. Ah oui, il y a peut-être un autre truc aussi que j'ai appris et que j'ai trouvé... et que moi-même, j'utilisais très très mal le bilan carbone au tout début. J'avais mal compris comment ça fonctionnait. Et en fait, maintenant, j'ai une petite métaphore pour mieux expliquer ça. C'est que souvent, le bilan carbone, et ça s'est vu dans les questions d'ailleurs sur la double comptabilité ou des choses comme ça que j'ai vu dans le chat, mais souvent, le bilan carbone, on le prend comme c'est quoi ma zone de responsabilité? De quoi je suis redevable et responsable, voire coupable? Parce que c'est quand même pas bien d'émettre des gaz à effet de serre. Mais en tout cas, voilà, on le réfléchit sous cet angle-là de la zone de responsabilité. Et cette tendance-là a tendance à nous faire minimiser ça. Bah ouais, j'ai pas envie d'être responsable de trop gros et de trop polluant, quoi. Donc j'ai envie de réduire ça. Si vous faites des bilans carbone à titre personnel, en termes de ménage, moi j'en ai fait plein et beaucoup. Au début, il y a 3 ans, 4 ans, quand je faisais les premiers, j'arrêtais pas de négocier avec moi-même en train de dire non, mais ça, je l'inclus ou pas? Non, mais c'est pas vraiment de ma faute, ça, je vais pas le mettre, je le regarde pas. Comme ça me faisait un chiffre un peu plus petit et j'étais un peu plus content de moi-même pour mon ménage. Et pour les entreprises, c'est un peu la même chose, malheureusement. On a tendance, et je vois beaucoup d'entreprises avec plein d'annonces communiquées de ci, de là, on a tendance à vouloir minimiser notre zone de responsabilité. C'est un très mauvais usage du bilan carbone. J'ai fini par comprendre qu'un bon usage du bilan carbone, c'est un peu comme un escape game. Je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont joué, qui ont fait une escape room, un escape game, on rentre ensemble dans la salle et le but, c'est d'en sortir ensemble. Ce n'est pas d'en laisser un derrière coincé dans la pièce, on veut sortir tous ensemble. C'est pareil pour les énergies fossiles. Les énergies fossiles, on est tous liés, on est tous reliés ensemble. Et le but du jeu, c'est de sortir tous ensemble. Et le jeu auquel on joue aujourd'hui, que vous jouiez ou que vous ne jouez pas, vous jouez quand même. Vous n'avez pas le choix de jouer parce que quel que soit, là, vous êtes connecté aujourd'hui et vous émettez des gaz à effet de serre. Voilà, c'est comme ça. Quelle que soit l'activité qu'on fait, on est en train de jouer à ce jeu-là. Et si un seul d'entre nous perd à ce jeu, tout le monde perd. Parce que si la Chine ne se décarbone pas, c'est foutu quand même pour la planète. Si Accenture le fait, mais pas Capgemini ou pas Total ou pas que sais-je, c'est foutu pour la planète aussi. Donc c'est vraiment un jeu collectif, collaboratif, une coopération. Et si on le prend comme ça, on comprend que faire scope 1, scope 2 seulement, c'est comme si je commençais un jeu, une escape room, et je regardais que 3% de la pièce. Je n'ai pas le droit d'accéder à tout le reste. Vous comprenez bien que ça va être chaud quand même de gagner le jeu, quoi. Ça va être difficile de sortir de la pièce. Et si on prend le bilan carbone comme un outil pour jouer à cet escape game, et du coup de voir toutes les zones dans lesquelles il peut y avoir des effets de levier de l'entreprise, là, ça devient intéressant. Et là, on a plutôt tendance à vouloir maximiser notre zone d'exploration et de recherche et de levier à actionner. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Octo Technologies. Il a fallu un peu de temps, et un peu de temps pour comprendre, pour prendre l'ampleur des sujets. Et on a pris une claque, on a pris une grosse claque, et je regarde, il ne me reste plus que 3 minutes, mais bon, on a pris une grosse claque à l'été 2020. C'est justement en se confrontant à cette idée de faire moins 5% par an pour respecter les accords de Paris, pour
pour être au rendez-vous et en prenant l'hypothèse que Octo doit faire sa part comme tout le monde, peut-être même un peu plus que les autres, puisque je considère qu'on est une entreprise principalement de cadres qui fonctionne bien, qui marche bien, qui a des bons résultats. Donc, sur la partie solidarité, je crois, j'ai entendu quelqu'un parler ça, j'estime que ceux qui sont un peu plus aisés doivent faire peut-être un peu plus. Bon, ça, c'est mes convictions. Et oui, et donc on a regardé un petit peu tout ça, on s'est dit, OK, on va faire moins 5% par an pour Octo. Alors, la petite équipe, pas la direction, pour l'instant, on n'était que la petite équipe projet, donc on était 3, plus François qui vérifiait nos calculs, et on s'est mis à faire des simulations dans le futur, donc 2021, 2022, 2023, 2030, où est-ce que ça nous amène, sur quoi il faut réduire, combien il faut réduire, etc. On a imaginé des scénarios pour faire ça. On a imaginé des scénarios qu'à l'époque, je qualifiais d'extrêmes, c'est-à-dire difficilement acceptables. C'est quoi, par exemple? C'est ne plus avoir de mètres carrés, ne plus avoir de bâtiments et d'être une entreprise entièrement full remote. Parce qu'il y avait un gros poste d'émission lié aux émissions liées au mètre carré. Les autres choses qu'on avait imaginées comme scénario improbable, c'était interdire l'avion. On ne prend plus l'avion. Il y avait 700 000 km faits en avion en 2019. Bon, voilà, on arrête. Boum, d'un coup. Un autre truc, c'était, on avait imaginé un scénario où on se disait, on ne fournit plus de joujoux numériques à nos consultants, parce qu'aujourd'hui, ils sont gâtés, ils ont des jolis Mac, des jolis... Bon, voilà, mais on n'en fournit plus demain. Ça, ce serait très difficilement actionnable et acceptable aujourd'hui à Octo Technologies. On avait pris ces scénarios, et la grosse claque, c'est qu'en fait, aucun de ces scénarios n'est suffisant. Donc, il faut tous les faire. En fait, il ne faut pas en choisir parmi ces scénarios pour être au rendez-vous des moins 5% par an jusqu'en 2030. Il faut tous les faire. Alors ça, j'avoue, je n'étais pas le seul, parce que la CEO qui était sponsor du bilan carbone, peut-être qu'à un moment, elle s'est dit « Ouh là là, merde, je regrette d'avoir lancé ça. » Dans quoi je me suis embarqué? Bon, elle ne m'a pas dit ça comme ça, mais en tout cas, elle a pris des claques, elle aussi, en prenant conscience de l'ampleur de la marche qu'il y a à accomplir. Et ça, c'est grâce au bilan carbone qu'on l'a compris. Avant, voilà, c'était des débats, des discussions, c'était pas concret, quoi. Grâce au bilan carbone, on l'a vraiment concrétisé et surtout aussi priorisé. Du coup, à partir de là, on a commencé à partager ces apprentissages, c'est la photo de départ. On a partagé aussi les scénarios pour être au rendez-vous aux accords de Paris. On l'a partagé à la fois via des BBL à d'autres collaborateurs d'Octo, et puis aussi une session spécifique pour la direction. Et puis voilà, donc ça a pris à peu près je dirais jusqu'en janvier de cette année, janvier 2001, où là, il y a eu la décision de la direction d'Octo Technologies de réduire de moins 5% par an, et donc d'être au rendez-vous, enfin en tout cas que Octo fasse sa part. Donc ça, on a inscrit cette loi de principe pour la direction l'a ancrée. Et ça veut dire plein de choses. Maintenant que cette décision est prise, ça veut dire réinventer notre rapport aux locaux, grandir moins vite nos mètres carrés par rapport au nombre de consultants, puisqu'on est une entreprise en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser le nombre de kilomètres par avion et le faire atterrir doucement d'ici 2030. Ça veut dire aussi réinventer nos métiers. Parce que je vous l'ai dit, 50% des émissions liées à Octo Technologies, c'est l'usage des produits vendus par Octo Technologies. Donc, ça veut dire que d'ici 2030, il faudrait qu'Octo Technologies soit une entreprise qui livre et qui fournit 100% de services numériques éco-conçus. Donc, ça veut dire que parce qu'aujourd'hui, l'éco-conception n'est pas dans les gènes. Enfin, pour l'instant, il y a 0% des missions qui sont éco-conçues. Mais il va falloir être à ce rendez-vous-là. Et ça veut dire former, ça veut dire inventer, ça veut dire créer, ça veut dire réinventer nos métiers. Et ça, je pense que c'est une des clés de succès, c'est que ça a été... donc, on a été assez lucide quand on a partagé les constats, les apprentissages et les claques. On l'a fait avec... je dirais la froideur des chiffres. Voilà, ils parlaient et ils étaient plus forts que les avis et les convictions et les militantismes des uns et des autres. Donc ça, c'était un petit peu dur, quoi. Les constats et les claques, tout le monde les a pris au fur et à mesure de prendre conscience de là où on en était. Mais ce qui a été un facteur clé de succès, c'était de retrouver de la joie, de la perspective et de l'innovation, quoi. Finalement, l'injonction qui s'impose à nous, artisans de logiciels, c'est de reprendre en compte cette contrainte écologique que pendant 20 ans, on a beaucoup oubliée. Et maintenant, faut la reprendre en compte et réinventer nos métiers. Et alors peut-être juste avant de passer aux questions,
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, est-ce que tu as rencontré des résistances d'abord au sein de ta direction ou au sein des gens que tu as dû convaincre et comment tu as réussi à les embarquer dans cette aventure? En fait, c'est quand même une démarche qui est assez compliquée. Les conclusions, elles ne sont pas forcément simples. Comment est-ce que tu as surmonté ces obstacles euh, je dirais, Donc, voilà. ouais, bah, en tout cas, dans la partie projet, on n'a pas rencontré beaucoup d'obstacles parce qu'on avait les moyens, on avait le sponsoring avant de lancer le projet, donc on n'a pas eu de grosses difficultés. Il y a eu quelques difficultés, je les évoquais via la crise sanitaire, parce qu'on a eu du mal à avoir des infos de la DSI et d'autres personnes qui n'étaient pas toujours disponibles, qui avaient d'autres priorités. Donc voilà, on a eu un peu de difficultés dans la collecte de données, mais je qualifierais de mineures ces difficultés-là. Ensuite, donc, quand on a eu la photo et quand on a commencé à partager les choses et quand il a commencé à avoir des débats au niveau de la direction pour savoir si on actait ou pas les fameux moins 5% par an au niveau d'Octo-Technologies, là, il a commencé à apparaître voilà, des convictions et des positions et des postures différentes chez les différents partenaires d'Octo-Technologies. Donc, ils sont à peu près une vingtaine. Et pour le dire vite, je dirais qu'il y avait facilement allez, 3-4 alliés voilà, qui avaient déjà envie d'aller, dont le PDG, et ça aide, mais qui étaient plutôt partants. Il y en avait, je pense, peut-être même moins, mais peut-être 2-3 qui limite étaient contre, n'avaient pas envie d'eux. Puis après, il y avait ventre mou, sans côté péjoratif, en tout cas qui était un peu plus suiveur, en tout cas sans avis tranché et très tranché sur la question. Et après, il y en avait d'autres qui étaient, oui, je veux bien, mais parce qu'il y a toute une phase ouais, je vais utiliser le mot, mais de deuil que j'ai constaté pour moi, moi qui me projette en tant qu'employé d'Octotechnologie. Ah mince, mais il faut réinventer les métiers. Donc, deuil d'une façon dont je voyais le métier ou dont je voyais l'avenir de la technologie et des services numériques se déployer. Ça a été c'était un vrai travail personnel. Et ce deuil-là, je l'ai vu se faire et se produire notamment chez des gens de la direction. Notamment, il y avait des gens, par exemple, qui m'ont posé des questions sur les différentes simulations que j'avais faites en projetant pour donner une idée des différents scénarios enfin, des différentes actions qu'il faudrait prendre pour être au rendez-vous. Je me rappelle d'un partenaire qui m'a posé la question oui, mais Alexis, ce que tu produis là, est-ce que ça veut dire que forcément on ne doit plus croître, on ne peut plus recruter de nouveaux octos pour être au rendez-vous des accords de Paris? Parce que ça, pour lui, c'était choquant de se dire s'il faut réduire les émissions, pour réduire les émissions, il faut diminuer en taille et donc revoir les ambitions juste de conquête et de croissance de la boîte. Ça, c'était quelque chose qui le bloquait, lui, et qui lui empêchait d'avoir un avis. Quand j'ai fait les scénarios avec des effectifs en croissance qui permettaient de respecter forcément par tête de pipe, enfin, en tout cas par tête d'employé, pardon pour l'expression, et donc qui respectait cette diminution des moins 5%, là, ça a levé un frein chez lui, parce qu'avant, il avait peur de cette possible opposition, quoi. Ça, c'était une grosse difficulté rencontrée sur le chemin. Peut-être, je n'ai pas touché de mots sur les perspectives, mais que je trouve super joyeuses. Je vais essayer de les faire très brièvement. Donc, déjà, pour Octotechnologies, je l'ai abordé. Ça foisonne de partout. Il y a plein de choses aujourd'hui. Quasiment toutes les semaines, je suis contacté par au moins 2 ou 3 consultants qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle, spécialistes de big data, spécialistes des applications mobiles, spécialistes du front web, voilà, et qui me contactent et qui me disent « Ah, Alexis, attends, est-ce que j'ai bien compris ça, faut qu'on voit, parce qu'il faut que j'aille creuser, moi je veux réinventer mes pratiques, puisqu'on est des experts passionnés chez Octo, donc voilà, et je constate ça depuis 2-3 mois, donc je trouve ça assez chouette à voir. » L'autre belle nouvelle, et François nous accompagne aussi sur cette partie-là, mais c'est que du coup, ça a inspiré Accenture France. Donc Accenture France a décidé de lancer son bilan carbone Scope 1, 2, 3, et sur les apprentissages et avec l'accompagnement de François aussi. Donc ça, je trouve ça super chouette parce qu'en plus de ça, ça commence à aller aussi discuter au niveau d'Accenture Monde, parce qu'il y a des données qui sont collectées au niveau d'Accenture Monde, qui sont challengeables, qui sont questionnables en termes de scope, de méthodologie, etc. Et du coup, dans le travail qu'on fait pour Accenture France, du coup, ça va questionner Accenture Monde. Et moi, j'ai le secret espoir que
ça va prendre un peu de temps, parce qu'Accenture Monde, quand même, c'est 500 000 collaborateurs, je crois, hein, c'est assez grand. Mais j'ai le secret espoir que d'ici un an et demi, Accenture Monde ait fait son bilan carbone scope 1, 2, 3, en incluant les émissions liées aux produits vendus par Accenture Monde, et qu'on soit une des premières très grosses boîtes à publier une stratégie bas carbone de moins 5% par an sur tous les scopes, et non pas une neutralité carbone sur tel petit morceau de scope ou que sais-je. Bon, en tout cas, je serais fier et content qu'on en arrive là, et je continue d'agir au quotidien, et en tout cas au moins chaque semaine sur ce groupe de travail d'Accenture France pour que ça porte ses fruits, quoi. Et après, bien sûr, il y aura toute la partie convaincre et rencontrer les clients, faire prendre conscience des enjeux et des ordres de grandeur. Parce que ces temps-ci, par exemple, il y a tout d'un coup beaucoup d'attrait sur les émissions liées aux services numériques. Je pense grâce aux travaux du Shift, grâce aux travaux de l'ADEME aussi. J'imagine que c'est ça qui fait son effet aujourd'hui. Et du coup, on a plein de clients qui viennent nous voir en nous disant en nous posant des questions. Mais pour l'instant, je peux quasiment en challenger 6 ou 8 sur 10. Par rapport aux questions qui sont en train de se poser, je leur dis, mais ça représente combien de vos émissions globales? Et il n'y en a pas beaucoup qui savent bien répondre à ça, et il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte que très certainement, les émissions liées au système d'information, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, en particulier industrielles, c'est pas là où il y a le gros des actions. Après, c'est bien qu'ils se posent la question, mais ça reste de l'ordre de la touillette, comme je l'évoquais tout à l'heure. D'accord. On va peut-être passer à une question. Marie? Oui, merci Alexis pour ce témoignage, ce partage d'expérience. J'ai bien aimé la métaphore escape game, c'est assez parlant. Alors, on a plusieurs questions. Déjà, une réaction. Parfois, dans le bilan carbone, les questions qu'il amène sont plus intéressantes que les réponses qu'il apporte. On a bien vu que vous vous êtes beaucoup questionné. Oui, exactement. Alors ensuite, on a des questions sur quid du sociétal, si les bureaux sont vides, si vous faites du full remote. Et aussi une question concernant l'impact sur les ressources, notamment l'impact terres rares, matériaux, au-delà de l'aspect carbone. Ouais, tout ce qui est ressources abiotiques. Alors, donc nous, on l'a pris sous l'angle faire un bilan carbone pour la société Octo Technologies. Depuis, on a appris. En plus de ça, on a lancé des initiatives autour du numérique responsable, donc au-delà, et donc en incluant la part sociale et sociétale. Et là, on est plutôt en phase de R&D. Donc là, on a lancé une initiative pour essayer d'apprendre à mesurer et à muscler cette mesure. Donc on l'a fait sur la partie CO2, mais on a envie de se muscler sur la partie environnementale au sens large, donc notamment les ressources abiotiques, mais aussi les ressources en eau, l'acidification des océans, etc. Donc quelque chose de multicritère, donc ACV, analyse de cycle de vie. Donc sur des produits, pour le coup, pas sur des organisations, mais sur des produits ou des services numériques. Donc là-dessus, on est en phase plus de R&D. Il y a des gens qui ont déjà plein de choses à nous apporter, à nous apprendre. On pioche dedans. Donc voilà, on muscle ça et on enrichit ça avec la partie sociale et sociétale, sachant qu'on se rend compte, là je vous livre, ça date de la semaine dernière, mais on se rend compte que il y a une grande question qu'on se pose sur la partie sociale, sociétale, c'est un peu la même que jusqu'où on va dans la prise en compte de l'usage des produits et des services numériques qu'on vend pour la partie carbone. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a pris juste les émissions du produit, de l'usage du produit, mais par exemple, si le service numérique permet de faire du trading sur des barils de pétrole, on n'a pas pris en compte dans notre bilan carbone les émissions liées aux barils de pétrole qui sont liées à la plateforme. On a une même question sur la partie sociale et sociétale, c'est jusqu'où on peut soit hériter d'impacts positifs sociétaux d'une plateforme alors que c'est lié à une stratégie de l'État ou du client et non pas une volonté propre d'Octo. Donc ça, c'est des grosses questions, comment on alloue et comment on fait la clarté des choses. Merci. Je voulais juste préciser que je viens de mettre dans le chat le lien vers le sondage. D'accord, oui, il y a un sondage à compléter. Alors, ensuite, au-delà des instances dirigeantes, comment les autres collaborateurs se sont saisis des conclusions du bilan carbone?
Alors, ils ont pris des claques comme le petit groupe de travail, comme la CEO, ils ont pris des claques parce que de prendre l'ampleur de la situation et du chemin qui nous attend. Donc, bah, c'était hyper éclectique. Donc, je dirais qu'il y a tous les alliés. Donc aujourd'hui, on est 700 collaborateurs à Octotechnologies. Et dans la mailing list Green, il y en a 200, 250. Donc, vous pouvez à peu près catégoriser ces 200, 250 comme étant des alliés et des gens qui ont plutôt pris les choses, enfin, voire qui attendaient que ça se fasse, voilà, qui étaient plutôt promoteurs que ça arrive. Voilà. Euh, je, j'ai l'impression qu'il y a une minorité de l'ordre de, je ne sais pas, quelque chose comme quelques dizaines, mais probablement pas plus que 50 collaborateurs qui voient plutôt d'un mauvais œil tout ce qui est, toute cette vague de responsabilité. Enfin, d'un mauvais œil, non pas c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire, mais plutôt d'un mauvais œil qui se pose des questions sur le rôle de l'entreprise dans tout ça et qui sont plutôt dans une logique. L'entreprise n'est pas là pour faire ça, ça risque plus de me contraindre dans mon métier, de me bloquer. Sur des opportunités qu'ils imaginaient. Je ne vais pas les qualifier d'opposants parce qu'ils ne sont pas opposés par principe, j'en ai pas croisé, mais plutôt qui n'ont pas fini leur deuil et qui se posent des questions sur leur propre avenir et sur leur propre perspective, quoi. Et après, je dirais que les autres, il y a probablement ceux qui ne sont pas encore au courant aussi, parce que ça prend un petit peu de temps, 700 personnes, c'est beaucoup. Non, puis je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Il y en a, je le disais, il y en a à peu près, j'ai 2-3 sollicitations par semaine de gens qui veulent se questionner, se réinventer dans leur propre pratique. Donc ça montre que, en tout cas, moi, je me dis que ça prend plutôt bien et que ça prend une belle forme, quoi, et qu'il y a plutôt un bon écho. Voilà. Je dirais même que c'est... Pardon, je vais... Là, pour le coup, ça aide, parce que Octo recrute beaucoup de jeunes diplômés, hein, parce qu'on a un turnover, on est une ESN classique, donc on a un turnover assez faible pour le domaine des ESN, mais on a quand même un turnover de l'ordre de 30%, quoi, de gens qui passent, qui restent 2 ans, 3 ans et qui partent. Donc on a un besoin vital de recruter chaque année une centaine ou 150 nouveaux collaborateurs. Et ce qu'on observe, c'est que si on ne faisait pas ce qu'on est en train de faire, on aurait de plus en plus de difficultés à recruter. Or, c'est vital pour nous, donc on n'a pas le choix. D'accord. Merci. 2 autres questions. Donc déjà, d'un point de vue pratique, comment croiser les perspectives de croissance de l'activité et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Et on avait aussi, est-ce que vous vous êtes posé la question des marchés à adresser vis-à-vis de vos clients pour réduire le scope 3? Alors sur la deuxième, je vais commencer tout de suite. Non, pour l'instant, non, on n'en est pas encore à ces questions-là et ces questionnements-là. Pour l'autre partie, donc essayer de réconcilier croissance de l'activité de l'entreprise avec réduction des émissions de gaz à effet de serre. Finalement, ce qui est derrière tout ça, le Graal qui est derrière tout ça, c'est de réussir à ce fameux découplage que tout le monde cherche, mais que personne ne voit concrètement s'opérer. Mais en tout cas, ce découplage entre croissance économique et réduction ou espoir de réduction de la consommation des énergies. Donc, sur cette partie-là, je ne vais pas répondre. Donc, je ne réponds pas au niveau social ou sociétal. Ça, c'est d'autres sujets et j'ai mon avis sur la question, mais ce n'est pas le propos. Maintenant, si je regarde maintenant sur une entreprise, quel que soit, même si on est, par exemple, si on était dans un contexte même de récession économique au niveau du pays, au niveau du monde, qui dit récession économique ne dit pas nécessairement que tous les acteurs au sein de cette récession économique réduisent. Il y en a qui vont réduire, puis il y en a peut-être d'autres qui vont gagner, qui vont grandir et qui vont croître. Donc, je partage assez la logique, je crois que c'était Jean-Marc Jancovici dont j'avais entendu parler, que les entreprises sont dans une logique de conquête et qu'elles cherchent à conquérir des territoires et donc être en croissance. Ce qui ne s'oppose pas nécessairement avec une réduction globale. Maintenant, comment on le réconcilie au niveau d'Octotechnologies? Alors, c'est mon PDG qui en parle le mieux, mais sa vision des choses, c'est que si on arrive à créer des emplois qui se décarbonent, donc des postes possibles pour recruter des jeunes qui, en relatif, se décarbonent parce qu'on fait des efforts au niveau d'Octotechnologie pour changer notre activité et pour décarboner l'activité au sens large, quelque part, c'est plutôt bénéfique et pour les jeunes qui viennent nous rejoindre et rejoindre un emploi
que je dirais pas faiblement carbonée, parce qu'on est tous trop carbonés, mais en tout cas en voie de décarbonation. Et je trouve que c'est une belle façon d'allier croissance économique, donc conquérir des nouveaux territoires, conquérir des nouveaux clients, convaincre des nouveaux clients. Et en plus, si on convainc des nouveaux clients en faisant des missions éco-conçues, par effet rebond, on va aussi diminuer les émissions des clients. Donc je trouve que c'est une belle façon de concilier croissance, si on l'entend par croître notre zone d'influence et croître la possibilité, l'opportunité pour des gens d'avoir un job qui se décarbone. Je trouve ça assez chouette comme façon de concilier. Voilà. Merci Alexis. N'hésitez pas à remplir le sondage, hein. Il y a un lien dans le chat. Alors bien sûr, par contre, en valeur absolue, dans mes simulations, en valeur absolue, le bilan carbone d'Octo augmente. Hein. Si on triple nos consultants à horizon 2025, ce qui est à peu près l'ambition actuelle, bien sûr qu'au global, ça va augmenter. Un des trucs que j'ai remarqué, j'ai trouvé intéressant dans les simulations que j'ai faites, c'est que si on est au rendez-vous de nos ambitions actuelles, hein, donc d'aller vers des missions éco-conçues et 100% d'ici 2030, ce que je trouve très intéressant, c'est que malgré cette croissance économique, les émissions liées à l'usage des produits vendus par Octo, entre 2020 et 2030, elles vont réussir à stagner par le double effet de la croissance du nombre de missions et parce qu'on va au fur et à mesure aller vers l'éco-conception. Et ça, je trouve que c'est assez représentatif de là où on en est les services numériques aujourd'hui, qui sont en croissance exponentielle dans leur impact environnemental. Je pense que l'enjeu actuel est moins de décroître pour la partie des numériques, mais c'est plutôt de stabiliser et de maîtriser. Et voilà. Et en ça, je trouve que c'est assez... Alors, j'ai eu une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire éco-conçu? Est-ce que tu peux préciser? Alors, éco-conçu, ça ne s'applique pas nécessairement aux services numériques, hein, ça peut s'appliquer à n'importe quel produit et n'importe quel service. Donc, c'est une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire, justement, on peut faire une analyse de cycle de vie. Donc, une analyse de cycle de vie, on regarde l'ensemble de ce qu'on veut créer et produire pour notre produit, puis on regarde dans tout ça quels sont les besoins en termes de ressources, multicritères, hein, on peut le faire soit que en CO2, soit en multicritères. Et on essaie de regarder sur toute cette chaîne, où est-ce qu'on a des leviers pour essayer de les minimiser, en particulier en prenant aussi tout ce qui est effet rebond, en anticipant quand notre produit sera vendu, par combien de personnes, etc., pour éviter des effets rebonds négatifs. Donc l'éco-conception, c'est vraiment dès le début, dès la phase de design et de conception, d'avoir une réflexion holistique sur ces critères-là, pour les réduire dès le début. Et ça ne s'applique pas que aux services numériques, bien sûr. Et si vous ne connaissez pas, un conseil, formez-vous. Merci Alexis. Michel, peut-être que tu souhaites reprendre la main? Oui, merci. Merci Marie. Donc vraiment un très très grand merci à notre binôme de choc. Hein. Je vous avais prévenu, ils sont très inspirants. Je vais partager avec vous le résultat du sondage. Donc, merci beaucoup à ceux qui l'ont rempli. Merci à ceux qui sont en train de le remplir. N'hésitez pas, vous pouvez continuer là pendant que je le restitue. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous témoignez du fait que suite à ce partage, il y a pas mal d'actions que vous vous sentez en mesure de lancer au sein de votre entreprise. Voilà, je ne vais pas les détailler, mais voilà, un grand nombre d'actions qui ressemblent d'une certaine façon à ce que Alexis a partagé. Vous sentez qu'elles peuvent être lancées par vous-même au sein de votre entreprise. La question un peu miroir qui avait été posée, c'est quelles sont les actions qui vous paraissent vraiment très difficiles, quoi qu'il arrive, je dirais, à mettre en œuvre. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, travailler avec votre direction pour les challenger, les inciter à avoir une stratégie bas carbone très ambitieuse. Mais évidemment, c'est sans doute ce qui est plus complexe, mais on voit bien que démarrer en tout cas par un bilan carbone comme l'a fait Alexis, c'est une bonne façon d'y arriver. Et en tout cas, pour un certain nombre de personnes, c'est tout à fait faisable. On voit que il y a pas mal de personnes qui ont une grosse moitié qui connaissent des personnes avec qui vous allez pouvoir partager et lancer un projet. Et vous comptez le faire à court terme. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas tout de suite en tête des personnes avec qui lancer ce type d'action, vous allez les contacter
vous allez pouvoir les contacter à court terme. Voilà, donc j'arrête le partage. Alors, tous les résultats ne s'affichaient pas, hein, puisqu'en fait, il y a eu quand même une trentaine de personnes, hein, qui ont déjà répondu à ce sondage. Hein. Donc là, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'en ai vécu qu'une partie. Donc, on va faire l'hypothèse, puisqu'on a beaucoup parlé d'hypothèse aujourd'hui, quand on fait un bilan carbone, on va faire l'hypothèse que ce que j'ai indiqué pour sans doute les premiers, et peut-être une dizaine, j'ai peut-être pas rafraîchi, pardon, c'est représentatif du total. En tout cas, donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour ces deux témoignages, enfin, ce témoignage d'Alexis, le cadrage préalable de François. Alors, je vais, dans les mots de conclusion, je voudrais juste dire ce que j'ai retenu finalement et qui est très positif, hein, de ce que nous a raconté Alexis. D'abord, ce qu'il a appelé des perspectives joyeuses. Le fait que beaucoup de personnes, finalement, le contactent presque tous les jours en disant, vraiment, ça m'a ouvert les yeux, j'ai envie de réinventer mon métier, mes pratiques. Et donc, ça veut dire, en fait, que non seulement c'est crucial, hein, que l'on s'implique tous sur ces actions, hein, chacun à son niveau, chacun avec son niveau de responsabilité, mais qu'en plus, c'est vraiment passionnant de le faire et on y prend beaucoup de plaisir. Et ça, on retrouve ça assez systématiquement, hein. Donc, c'est très inspirant et ça va nous donner envie. Ça va nous donner le courage d'oser faire ce qu'Alexis a osé, parce qu'on a l'impression de prendre des risques au départ, mais finalement, on voit aussi que c'est très bien vu, hein, de la direction, que la direction a donné des moyens. Donc, voilà, c'est très encourageant. Donc, après, sur la question de l'impact, c'est très intéressant aussi ce témoignage, parce que ça nous a montré que sur une entreprise qui regarde son développement, hein, son développement commercial, et en fait, on peut tout à fait concilier le développement de l'entreprise et la prise en compte, hein, de cette question de la limitation des émissions de GES. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir l'effet boule de neige au sein d'un grand groupe, hein, Octo Technologies, un filiale d'Accenture France. Donc maintenant, c'est Accenture France, hein, qui s'empare de ce sujet, et peut-être demain, Accenture Monde. Donc on voit qu'on peut avoir un impact, on croise les doigts bien sûr, on peut avoir un impact, il suffit d'y aller, il suffit d'oser. Donc je pense que voilà, Alexis vous a donné envie, hein, nous a donné envie à tous, hein, d'oser contribuer à la transformation de l'entreprise ou l'organisation publique dans laquelle on travaille, et il nous a donné des clés très intéressantes, hein. Donc vraiment, un grand merci Alexis, un grand merci aussi à François, son binôme de choc avec qui il a initié ça, et maintenant c'est Accenture France et bientôt Accenture Monde. Et je dirais simplement en conclusion que ce partage, on l'a vu dans la restitution, hein, de ce sondage, hein, que l'on va décortiquer et puis on vous le partagera. Ce type de partage peut avoir un impact. Là, il y a une petite centaine de participants, donc demain, une petite centaine d'entreprises, hein, qui potentiellement vont pouvoir engager leur transformation. Et donc, je remercie très, très chaleureusement Pont Alumni et Centrale Alumni, hein, pour organiser ce webinaire avec nous et pour en organiser beaucoup d'autres, hein, puisque nous sommes en train d'en préparer de nombreux autres, hein. Là, on a parlé de climat, on va en organiser sur la biodiversité, on va en organiser sur l'action dans sa collectivité, hein, puisque c'est l'action dans son organisation générale, entreprise privée comme organisme public. Et puis, évidemment, je vous invite, tous les participants ce soir, à voir comment votre association d'alumni pourrait aussi coopérer avec Alumni for the Planet pour organiser ce type de webinaire et déployer à grande échelle ces moments de partage qui permettront d'inspirer de très nombreuses personnes qui veulent agir, mais qui ne savent pas toujours comment faire, qui ne savent pas par où commencer. Et c'est ça ce que nous souhaitons faire à grande échelle. Donc voilà, merci encore pour votre participation. On compte sur vous, vous l'avez compris, pour déployer, pour répliquer à votre façon ce qu'Alexis a fait dans votre entreprise, et on compte sur vous pour, avec votre association d'alumni, monter avec Alumni for the Planet des webinaires de ce type pour avoir un impact important. Voilà, merci beaucoup. Encore un grand merci à Pont Alumni et à Centrale Alumni et à toutes les associations avec qui nous allons travailler à l'avenir. Merci beaucoup, merci de votre attention et je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous souhaite évidemment de passer à l'action à court terme. Merci Michel. Merci, au revoir.